Aujourd'hui, moi, je vous propose de parler journalisation ou logging en anglais. Bref, tout ce qui a trait à la gestion des traces logicielles. Donc, j'ai découvert une librairie sous Python qui permet de traiter cette thématique et en l'utilisant, je me suis dit, ouais, c'est quand même vachement bien pensé. Et est-ce que je pourrais pas la transposer à la Vue pour l'utiliser sur tout simplement la majorité de mes projets. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à bricoler un petit peu deux, trois petits trucs pour avoir une librairie qui ressemble à cette lib-là. Et donc, l'idée, c'est de la présenter aujourd'hui. Donc, en deux mots, le déroulé de la présentation, c'est échanger deux, trois notions sur comment est architecturée cette librairie qui permet de faire du logging. Et ensuite, c'est de passer deux, trois exemples que j'ai fait qui mettent en œuvre donc les VI LabVIEW que j'ai créés pour voir comment concrètement est-ce que ça s'utilise. Donc, petit aperçu avant d'aller plus loin. Donc, un exemple de mise en œuvre. Donc, sur la gauche, 4 codes LabVIEW qui me permettent, à partir d'une seule et même librairie, d'obtenir 4 sorties différentes pour mes logs. Donc, le code du haut, il me permet d'enregistrer un log en base de données. Le code du milieu en haut, il me permet d'enregistrer les logs dans un fichier texte formalisé, sur un fichier texte standard. Le troisième code en partant du haut, il me permet d'obtenir un log fichier, mais cette fois-ci sérialisé en JSON. Et le dernier log, celui du bas, il me permet d'obtenir un log, enfin un ensemble de logs plutôt, mais cette fois-ci sérialisé au format CSV. Et donc l'idée, c'est à partir d'une seule et même librairie, d'être capable de venir jouer de façon simple et rapide pour pouvoir moduler ce que je vais obtenir en sortie comme log. Donc on voit qu'à partir des 3 mêmes VI ou 4 mêmes VI, là on arrive à avoir déjà 4 sorties différentes. Donc voici pour l'aperçu, on va y revenir un petit peu plus en détail par la suite. Donc le besoin de ça, à la base, c'est né de besoins que j'ai eus et qui ont été bien répondus par cette librairie. C'était d'avoir quelque chose de simple à utiliser, mais surtout de personnalisable, qui puisse être pas changé, mais un petit peu adapté d'un projet à l'autre, et notamment à travers la gestion du formalisme des logs. Donc, sur un projet, l'avoir en JSON, sur l'autre projet, l'avoir en fichier texte, etc. Et également d'avoir un gros besoin, c'était le multidestination. Donc c'était à partir d'un même outil qui gère mon logging, pouvoir gérer par exemple deux sorties de log, que ce soit un fichier qui contient les erreurs, un fichier qui contient tous les logs de type événement ou erreur, potentiellement avec un sous un certain formalisme, l'autre avec un autre formalisme, voire un en fichier, l'autre en base de données, etc. Et puis pouvoir panacher en fait tous les cas qui pourraient se présenter en fonction du projet que je suis en train de traiter. Pour faire ça, plutôt que repartir de zéro, donc comme je disais au tout début, j'ai eu vent de cette librairie sous Python. J'ai mis les liens sur le Discord si vous voulez jeter un œil, il y a tout qui est décrit. Et donc j'ai pas inventé grand-chose, hein. J'ai repris les grandes idées de ce qu'il y a dans cette librairie et j'ai essayé de tout transposer ça à du code LabVIEW. Donc, la librairie, elle est architecturée autour de 5 grandes familles d'objets qui sont affichés à l'écran. Donc, les loggers, les handlers, les formateurs, les filters et les log records. Donc, ça peut paraître beaucoup de choses pour une, entre guillemets, petite librairie qui fait simplement du log fichier. Mais on va voir dans les slides qui suivent que ce découpage, en fait, je le trouve hyper bien pensé et il va permettre de rendre la librairie hyper évolutive et hyper customisable. Donc, pour illustrer tout ça, donc les 5 grandes classes qui sont utilisées dans la librairie s'articulent de la façon suivante. Il y a un petit schéma qui récapitule, il y a beaucoup de choses. Bon, je vais essayer de le passer rapidement en revue. Donc, au tout début, il y a ce qu'on appelle les loggers en orange. Donc, c'est une classe qu'on va manipuler dans notre programme, pardon. Et c'est sur cette classe qu'on va venir appeler les VI qui permettent de faire des logs à différents niveaux de criticité. Donc, lorsqu'un message dans notre application, lorsqu'on va venir faire un log, c'est typiquement la classe logger qui va venir traiter ce message. Donc, lorsqu'un message arrive au niveau d'un logger, on va voir qu'il va passer un certain nombre d'étapes de haut en bas sur le schéma. Donc, lorsqu'un message arrive au niveau d'un logger, il est d'abord traité au niveau d'un premier étage en vert. Donc, sur chaque logger, on peut définir une sorte de niveau de criticité qui fait que le logger il va
être capable de filtrer en fait les logs qui vont devoir être enregistrés et il va ignorer ceux qui n'ont pas besoin d'être traités plutôt. Une fois que le niveau de criticité est passé, le message il va être soumis à potentiellement une succession de différents filtres qu'on va pouvoir venir renseigner les uns après les autres en fonction de nos usages. Et ensuite, le log il va être transmis à différents handlers. Et les handlers ils vont être responsables du traitement de ce message-là. Donc typiquement, on va pouvoir déclarer des handlers qui, par exemple, feront de l'enregistrement en fichier, d'autres handlers qui pourront faire de l'enregistrement en base de données, etc., etc. On va voir qu'il y aura plein de cas d'usage. Une fois que le log il est envoyé à chacun des handlers, donc ça va nous permettre de gérer le multi-destination. Là, on va recommencer une petite série d'opérations. Pour chaque handler, on va pouvoir venir renseigner un niveau de criticité qui va agir comme un filtre qui est différent et complémentaire du premier niveau de criticité qui a été filtré au début au niveau du logger. On va pouvoir venir passer une succession de différents filtres qui vont dire est-ce qu'on garde le log ou est-ce qu'on ne le garde pas. Et à la fin, on va arriver au dernier étage, donc ce qu'on appelle le formateur, la case en jaune, qui va nous permettre de dire donc au niveau d'un handler, on va venir sérialiser notre log sous une chaîne de texte de telle et telle façon. Et donc, le formateur, ça va typiquement être sérialise-moi ce log sous forme de texte simple, sérialise-moi ce log sous forme de JSON, sérialise-moi ce log sous forme de CSV, etc., etc. Et on va pouvoir revenir préciser donc, au niveau du formateur, mais dans le log, est-ce qu'on veut un eurodatage, est-ce qu'on veut l'auto-eurodatage avec ou sans millisecondes, etc., etc. Donc ça, c'est l'architecture entre guillemets basique et on voit qu'elle répond déjà à beaucoup de problématiques, qui fait que c'est personnalisable à plusieurs niveaux, le multidestination est géré. Et on va pouvoir aussi venir assembler donc cette architecture à un niveau un petit peu plus complexe en venant faire du multilogger. Donc dans notre application, on va par exemple pouvoir venir définir plusieurs loggers, un par processus, disons. Et on va pouvoir venir lier ces loggers entre eux. C'est-à-dire qu'au niveau d'un processus, le logger il va venir récupérer un certain nombre de logs, il va venir les filtrer si des filtres sont définis, il va venir ensuite les traiter si un handler est défini, mais ce n'est pas obligatoire. Donc là, on voit que dans le logger du processus A, il y a un traitement local, mais ce n'est pas le cas dans le processus B. Et par contre, une fois que chaque logger a fini de traiter son message, on va pouvoir venir dire remonte le log à un logger parent. Et lui aura un autre ensemble de réglages, de filtrage, de comportement, etc., etc. Donc ça permet de faire des architectures qui sont assez évolutives et qui peuvent être assez poussées, je trouvais. Un autre élément qui est super intéressant dans les librairies, c'est que toute cette architecture là de configuration des différents niveaux de criticité, des filtres, des différents handlers, etc., et des liens entre les loggers, elle peut être faite par code, mais elle peut être aussi faite par fichier. Avec un simple fichier de configuration, on va venir dire, dans mon application, j'aurai 4 loggers. Le premier logger, il aura 3 filtres et 2 handlers, etc., etc. On va venir nommer chacun de ces loggers. Et après, dans le code, on va tout simplement venir faire un import logger et donner son petit nom. Ce qui fait qu'on n'aura même pas dans le code à dire tel logger il contient tel handler, etc., etc. On se contente juste d'appeler un logger par son petit nom. Et si jamais on a envie de changer la configuration de log de notre application, on va directement le changer dans le fichier, on relance l'application et c'est fini. Donc typiquement, si j'ai envie de basculer, je vais loguer mes logs dans un fichier et après je vais les loguer dans une base de données. Je vais dans mon fichier de configuration, je change à la main ma config, je relance le logiciel et pof, c'est fini. Donc voilà pour la partie entre guillemets théorie. Donc maintenant passons un petit peu à plus de la view. Donc une fois tout cette idée et cette architecture transposée à du code de la view, moi j'en suis arrivé à ça. Donc ce qu'on voit, c'est donc en bas à gauche, sur les VI en rouge, on vient instancier un logger. Et puis ensuite, de gauche à droite, on vient lui préciser donc un niveau de criticité pour venir filtrer si jamais on veut récupérer les logs que de niveau critique, par exemple, au niveau du nœud de propriété. On vient donner un petit nom à ce logger pour pouvoir le réutiliser ensuite.
Et ensuite, on vient venir renseigner un handler. C'est-à-dire que le logger de base, lui, il récupère tout un tas de logs, mais il va falloir venir lui dire comment les traiter. Là, en l'occurrence, le handler, on a dit que c'était un file handler. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la résolution de l'écran, mais donc le petit cube vert, c'est une instance d'un handler de type file. Et donc, on vient dire, tous les logs, ils vont être traités en les envoyant vers un fichier qui est ce répertoire et avec ce nom de fichier-là. Et ensuite, si on continue donc la propagation de notre diagramme, sur la partie droite, on vient faire différents logs, donc à différents niveaux de criticité. Donc, ici, on voit qu'il y a 6, 7, 8 niveaux, debug, info, warning, erreur, etc. etc. C'est des niveaux de criticité assez standards. Donc ça, c'est un petit peu le code de base qui est j'instancie un logger, je viens faire nlog et ils sont tous envoyés vers un fichier. Si on cherche à complexifier un peu notre système et qu'on se dit, donc on a vu que tout à l'heure, il y avait une notion de formateur. Donc, par défaut, ils sont envoyés vers un fichier avec un certain formalisme. Imaginons, moi, je veux les envoyer plutôt vers un format CSV. Notre code, il se transforme de façon relativement simple. On instancie toujours notre logger. On instancie toujours notre handler de type file, parce que les logs ils vont partir vers un fichier. Et par contre, à ce handler de type file, on vient lui passer un formateur qui n'est plus le formateur par défaut, mais qui est un formateur de type CSV. Donc là, l'exemple que j'ai mis à l'écran, c'est en fait une petite UI il y a un tab qui permet de changer la destination fichier texte, fichier CSV, fichier JSON. Et donc on voit qu'en fait, il y a un seul et même unique code, et la seule chose qu'on vient changer, c'est la classe qui part dans le formateur pour arriver à différents types de logs. Donc une fois que ce code-là, il est exécuté, donc pour rappel, il y a 8 logs qui sont faits à différents niveaux de criticité. On peut par exemple obtenir ce genre de choses. Donc ça, c'est un petit montage. Donc c'est à partir du même code, qui donc trace les mêmes logs. En haut à gauche, vous retrouvez le comportement par défaut. C'est une sortie texte relativement succincte. Au milieu à gauche, vous retrouvez la même chose, une sortie texte, mais cette fois-ci, elle a été customisée en ajoutant par exemple un eurodatage. À droite, vous retrouvez la même chose, mais c'est une sortie sous format JSON. Et donc, il vient mettre les uns après les autres. Chaque log va faire l'objet d'un objet JSON dans le fichier. Et en bas, vous retrouvez donc la sortie qui est produite au format CSV. Et donc, ce qu'il faut bien retenir de cet exemple, c'est que en fait, la seule chose qu'on va changer, c'est la classe qui est entourée en rouge au centre de l'écran. Mais tout le reste du code reste strictement identique. Si on continue un petit peu à notre exemple, donc on a vu que en changeant la classe formateur, on pouvait changer le formalisme de sortie de notre outil de gestion des logs. Imaginons maintenant on veut changer un petit peu et puis nos logs, on ne veut plus les envoyer vers un fichier, mais on veut les envoyer vers une base de données. Mais là, ce qu'on va venir changer, c'est la classe handler qui est passée donc, à notre objet logger. Donc dans l'exemple, pardon. On avait donc la classe entourée en rouge. On va voir que, je vais faire un petit zoom, mais en venant la changer, donc là c'est un autre exemple qui est donné, qui permet de basculer entre un handler de type fichier, un handler de type base de données, je ne l'ai pas affiché, mais ça aurait pu très bien être le cas, un objet de type syslog, donc lui il ne va pas envoyer les logs vers un fichier, mais il va envoyer ça vers un serveur syslog, c'est un serveur qui permet de gérer les logs tout simplement. Voire même, on peut lui passer une classe de type SMTP handler. Donc là, c'est le handler, à chaque fois qu'il va recevoir un log, il va envoyer un mail avec le log à l'intérieur. Et donc ici, on peut venir imaginer 1001 usages en fonction de là où on veut faire remonter nos logs, tout simplement. Continuons à complexifier un petit peu notre système. Donc on a vu qu'on pouvait envoyer les logs vers un fichier, mais aussi vers d'autres types de sorties. Imaginons, on veut envoyer les logs vers 2 destinations différentes. Donc, moi, un usage très courant que j'en ai, c'est les logs. J'aime bien envoyer tous les logs de n'importe quelle criticité vers un fichier. Donc, par exemple, ici, event.log. Et j'aime bien envoyer uniquement les erreurs vers un autre fichier, mais qui, du coup, est plus succinct en général. Ici, donc, erreur.log cette fois-ci.
Donc la façon de faire avec la librairie, on voit qu'on a juste en fait à garder notre code existant et c'est juste qu'on vient rajouter 2 fois le add handler pour lui dire notre logger dans le schéma qu'on avait un petit peu au début, à chaque fois qu'il reçoit un log, il va le soumettre à notre logger, pardon, il va le soumettre à 2 handlers qui chacun environ vers deux fichiers différents. Continuons à complexifier. Donc, dans mon application, c'est super. Moi, j'ai tous mes événements qui vont dans un fichier, j'ai toutes mes erreurs qui vont dans l'autre. Par contre, j'aime bien mes événements avoir un fichier texte et mes erreurs, j'aime bien les avoir sous fichier CSV parce que je peux l'ouvrir dans Excel et que c'est vachement pratique à traiter. Mais la façon de faire ça, c'est juste de venir préciser au niveau de chacun des 2 handlers fichiers, un, je le veux en texte et l'autre, je le veux en format CSV. Imaginons une autre petite alternative. Mes événements, je les veux en fichier. Moi, je garde ce que j'avais jusqu'à présent. Mais mes erreurs, je ne veux plus les envoyer vers un fichier CSV, je veux les envoyer vers une base de données. La différence entre le code précédent et cette nouvelle fonctionnalité, j'ai uniquement changé la classe handler la deuxième classe handler en verte, là, celle du bas, et j'ai changé mon file handler par un database handler, et maintenant j'ai toutes mes erreurs qui remontent vers ma base de données. Donc bien évidemment, pour arriver à gérer tout ça, vu que chaque handler il a besoin de paramètres qui lui sont spécifiques, donc un file handler, on va lui renseigner un répertoire et un nom de fichier, un database handler, on va lui renseigner un host, un port, etc. Je passe par les nœuds de propriété pour gérer tout ça. Ça c'est petit aparté. Tiens, je te pose une question en live de Cyril. Est-ce que Oui. le niveau de login là, que tu as passé, c'est un niveau minimum ou c'est un filtre uniquement où tu as des 3 catégories et que ça envoie que celui-ci, les login level? Alors là, sur tous les exemples, il y a uniquement le logging level. Je n'ai rien présenté sur les filters. Donc, si on revient à la... Je pense qu'il faut comprendre la question, je ne sais pas si tu l'as bien compris. Est-ce que quand tu mets... Tu peux remettre ton exemple? Je me permets. L'exemple. Oui. L'exemple qui est là, on a information et erreur. Cyril, tu me diras si j'ai bien transcrit la question, mais est-ce que l'event log, il va remonter que les informations et l'autre que les erreurs? Ou information warning erreur, quand tu mets information, il va aussi faire les erreurs. Ouais, non, c'est le deuxième cas. C'est-à-dire que celui du haut, il va en renvoyer les informations et tout ce qui est au-dessus en termes de criticité. Et celui du bas, il va en renvoyer uniquement les erreurs et ce qu'il y a au-dessus en termes de criticité. Donc, erreur, critical erreur, etc. OK, merci. Donc, juste pour info rapidement, donc on peut tracer des logs avec des chaînes de texte, mais il y a moyen de lui passer des paramètres additionnels également au moment de faire le log ou au moment de déclarer le logger. Donc la différence, c'est que si on passe des paramètres de contexte au niveau du logger, on va pouvoir venir retrouver ces informations à chaque fois qu'on fait un log sans venir avoir à répéter. C'est la librairie qui va gérer ça. Donc par exemple là, il y a un exemple qui est donné en JSON. On voit on retrouve toutes les informations qui sont par exemple, on retrouve le test, mais on retrouve également tous les paramètres qui ont été passés au logger en amont de notre code. Autre exemple, mais bon, ça, je pense que je vais passer. Donc, on pourrait très bien avoir plusieurs loggers, un par processus, et venir les lier entre eux pour venir faire remonter tous les logs à un logger par an. Et autre chose qui est super intéressante, donc c'est la librairie, elle utilise donc des classes un peu de partout. Et l'idée, c'est qu'il y a déjà tout un écosystème qui est prêt à l'usage, qui est relativement personnalisable. Mais si jamais on veut aller plus loin, chacun des différents éléments, donc du petit schéma qu'il avait montré au début, on peut venir créer une classe qui hérite de ces éléments et venir surcharger donc, certains fonctionnements. C'est-à-dire que là, un exemple qui est donné, imaginons je veux me créer un logger qui fasse donc, tout ce qui existe déjà, mais qu'en plus, dans chaque log, il puisse venir rajouter l'élément custom logger data. Je vais venir créer une classe, je vais venir lui dire d'hériter de la classe logger, je vais venir lui créer un attribut avec un accesseur, et c'est fini.
Et donc, si par exemple, on voulait créer un logger qui log un coup en fichier, un coup en base de données, bon, je dis une idiotie, mais c'est pour donner l'exemple, on utiliserait le même mécanisme. On peut venir surcharger en fait à peu près tout ce qui est fonctionnement dans la librairie. Donc, un petit récapitulatif, moi, de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, au niveau des handlers, le handler, donc, pour rappel, c'est ce qui va venir traiter un log une fois qu'il a été reçu par le logger. J'ai implémenté les fonctionnalités suivantes. Donc, c'est un log en base de données, un log en fichier, envoyer un mail vers une adresse mail et envoyer le log vers un serveur syslog. Mais si jamais on voulait envoyer le log vers autre chose, on pourrait très bien venir compléter cette liste-là. Et au niveau des formateurs, moi j'en ai implémenté 3 parce que c'est ceux que j'utilise, donc format texte, format CSV et format JSON. Mais si on voulait venir sérialiser en autre chose que ces trois formats-là, on pourrait très bien venir rajouter d'autres classes également à ce niveau-là. Il y a une petite question de Philippe sur est-ce que ton système. Enfin, tu as du code Python dedans ou pas du tout? Ah non, full LabVIEW. C'était l'idée, c'était reprendre les idées, mais Ah 100% ouais. LabVIEW. Ah ouais, bravo, gros travail. Franchement, c'est assez frustrant parce que j'ai fait quelque chose de moins complet que toi, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose où je vais pas les handlers, moi c'est juste du file logging, mais j'ai fait différents formateurs avec en effet une architecture plugin où tu peux venir créer ton propre formateur et le mettre en plugin. Et en effet, j'utilise ça tout le temps, c'est très très cool, mais là tu as été beaucoup plus loin, j'aime beaucoup, c'est extrêmement puissant. Je pensais que tu appelais du code Python aussi derrière et je me suis dit, ah zut, j'ai encore réinventé la roue. Non, l'idée c'était d'être indépendant. Après, j'ai rien inventé, hein. J'ai les idées, j'ai tout repris Ouais, bah, c'est ça qu'il faut faire. Quand il y a des bonnes idées, il faut les de la reprendre. librairie existante, hein. C'est juste que j'ai transposé en code LabVIEW. Ah ouais, ok, mais c'est un gros travail quand même. C'est ça se fait pas en une après-midi, quoi. Non, en 2. Non. Je continue. Tac. Donc juste pour dire, ouais, donc ça c'est ce qui existe. Donc là sur la droite, j'ai mis un petit aperçu de la librairie avec les différentes classes qui existent à l'intérieur. Dans le backlog, pour le moment, j'ai deux ajouts supplémentaires à faire. Donc c'est au niveau des handlers, c'est faire un handler Logtail pour ceux qui connaissent. Donc c'est un service sur le web qui permet d'héberger tous vos logs et après il propose un dashboard super bien fait qui permet de venir exploiter les logs. Donc là, ça agirait comme une sorte de connecteur entre guillemets entre une application LabVIEW et le service Logtail. Et j'aimerais bien aussi en faire un pour Microsoft Teams. Donc par exemple, dans notre application LabVIEW, venir se déclarer un handler où on puisse recevoir une notification Teams, par exemple quand une erreur critique survient sur un banc, ce genre de choses. Mais j'imagine qu'il y a plein d'autres usages, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, on peut en discuter. Juste pour information, je ne vais pas rentrer à l'intérieur, mais tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, c'était donc des exemples synchrones de logs, mais il y a une version asynchrone qui existe également. Donc l'idée, c'est entre synchrone et asynchrone, c'est au moment où on fait le log, de ne pas venir attendre d'avoir fait l'écriture en fichier ou l'envoi du mail ou l'inscription en base de données pour pouvoir continuer l'exécution de notre code. C'est en fait juste de venir lever le log, le mettre dans une file d'attente et venir le dépiler par un autre processus qui est lui asynchrone pour ne pas retarder l'exécution de notre code. Je pense pas avoir le temps de faire une démo, je vais finir les 2-3 slides qui me restent, mais par contre, on peut en faire une après. Juste pour résumer. On est Oui. plus que tous les 4. Non, je plaisante. C'est on était plus que tous les 4. Non, non. Tout le monde est vrai. resté. Donc, si c'est 1 ou 2 minutes, n'hésite pas, il est à peine 40. Enfin, on va faire les questions et puis après, on fera une petite démo si jamais les gens ils ont envie de voir. Juste en 2-3 mots, du coup, donc pour résumer, moi, la librairie Python, je l'ai trouvée super puissante et super bien pensée. Moi, j'imagine qu'elle est utilisée par un grand nombre de gens, donc ce qui fait que ça, c'est quelque chose d'assez éprouvé. Et donc au niveau à l'usage, j'ai trouvé que le niveau de personnalisation possible, il était bien satisfaisant. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans le développement de cette copie LabVIEW de librairie.
Facilement extensible. Donc, comme on a vu, si je veux dialoguer avec un nouveau service, je me crée un handler, je l'ajoute dans ma librairie, pouf, je vais changer le fichier de config de mon application qui est déjà existante, mais j'ai pas besoin de la recompiler, c'est super pratique. Mais malgré cette complexité, moi j'ai trouvé que vu que tout est bien rangé au bon endroit, c'est relativement simple à utiliser et au final, à l'usage, la palette elle est assez réduite. Donc pour le moment, ça convient. Je n'ai pas trouvé ça trop complexe. Donc si vous avez l'occasion, allez jeter un coup d'œil à la librairie, à la doc de la librairie Python. Elle est super bien faite et il y a plein de bonnes idées à choper à l'intérieur. C'est pas mal. Ok. Alors, juste pour info, pour le moment, le code, il n'est pas dispo, mais ça le sera. Il faut juste que je trouve le temps de bien tout mettre au propre. Donc, si jamais vous voulez vous essayer à l'utilisation de cette librairie, ça sera possible. Je ne m'engage pas sur la date, mais ça sera possible. Et du coup, je prends les questions s'il y en a. On peut revenir sur Alors, ouais, il y avait une question, est-ce que c'est open source ou via IPM, j'imagine, de la part d'Olivier, mais tu y as répondu. bientôt. Enfin, bientôt. Un jour. Le 15 mars, ok. Bah, il y en a qui demandent une démo, alors, sauf si quelqu'un lève la main, peut-être faire une démo. Bon. Allez, check. Enfin, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main parce qu'il y a pas mal de réponses qui ont été apportées. Donc, ok, il y en a un qui a levé la main, du coup. Ah, il l'a baissé. Cyril avait posé en amont la question de la comparaison avec le HSC Logger. Je pense qu'il a sa réponse. C'est assez incomparable en termes de. Pour répondre à la question, j'ai regardé très vite fait le HSC Logger. Alors clairement, c'est dans la première ligne de la documentation, c'est indiqué que eux aussi se sont basés sur la librairie logging de Python pour développer leur système. Donc dans les idées, tout sera identique. Dans la mise en forme, j'imagine que ça sera un peu différemment fait, mais j'imagine que les grandes lignes seront là. Oui, mon impression, je l'utilise pas beaucoup, celle de HSI. Enfin, je l'utilise pas du tout, en fait, mais je l'ai regardé, je m'étais intéressé et j'ai l'impression qu'il va quand même beaucoup plus loin. Ça, je ne saurais pas dire, mais de ce que j'en ai vu, il y a des loggers, il y a des handlers, il y a des formateurs, il y a des filters. Enfin, c'est les mêmes principes, quoi. Ok. Et par contre, ce que j'ai pas réussi à savoir, c'est que HSE Logger, est-ce qu'on peut l'utiliser dans une application non DQMH? Ça, je sais pas. Je penserais que oui. Je penserais que oui. A priori, tout module DQMH, tu peux l'utiliser dans des applis qui ne sont pas DQMH. Mais par contre, il te faut quand même le framework pour pouvoir lancer le module, etc., etc. Alors, tu n'es pas obligé d'installer question. la palette et tout ça, hein. Tu peux installer un seul, tu peux être moins. Oui, tu n'es pas obligé d'installer tous les exemples et toutes les dépendances suggérées quand tu installes le framework, mais en effet, il y a certaines choses qui vont dans VI-lib et que tu dois installer. Ouais. Ok. Donc un petit exemple, ça c'est l'exemple de base c'est le premier que j'ai fait pour mettre au point le code. Donc si on l'exécute, il se passe pas grand chose. Enfin, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Non, c'est bon. Check. Si on l'exécute, après. Donc sur mon bureau, je vais retrouver tout un tas de choses. Ça, c'est le log qui est. Ah non, c'est pas le même. Donc il m'a sorti quoi, lui? Simplelogger.log. Check. Donc je vais le chercher sur le bureau. Donc est-ce que c'est la date d'aujourd'hui? Alors, par défaut, le formateur, il met pas l'horodatage. Donc j'ai aucune idée de si c'est le log d'aujourd'hui, mais si je viens changer un petit texte. Donc on voit bien qu'il est apparu ici. Donc ça, c'est le formatage par défaut.
Donc, si jamais vous voulez changer le formatage et que c'est, le truc de base vous convient pas. Donc ici, par exemple, donc un texte formateur, je viens prendre ma classe. Sur le texte formateur, qu'est-ce que je peux renseigner? Je peux venir renseigner donc, le formatage du message en lui-même et je peux venir renseigner le formatage du datetime, par exemple. Sachant que donc, pour le formatage du message, donc ça, il faut aller regarder un petit peu la documentation, mais donc, dans ce qu'on appelle un log record. Donc, au moment de chaque log, ici, je viens renseigner donc, une chaîne de texte, mais cette chaîne de texte-là, elle va venir être complétée par tout un tas d'informations que je vais pouvoir venir utiliser au moment de mon log. Donc, notamment le message que je vais passer, mais éventuellement d'où est-ce qu'il a été appelé, avec quel niveau de criticité il a été appelé, les extra informations, donc c'est tout le variant que je passe ici pour venir récupérer donc toutes les infos complémentaires, à quel moment est-ce qu'il a été créé, et je viens retrouver également par où est-ce qu'il est passé. Donc par exemple, par quel logger il est passé, par quel handler il est passé, par quel formateur il est passé, etc., etc. Et donc pour venir l'utiliser, il faut utiliser une syntaxe qui est check. J'ai repris la même que Python. Et donc par exemple, si je veux lui demander de venir afficher uniquement le message, je viens lui passer cette syntaxe-là. Check, je lui dis utilise ça comme formateur et il va me sortir si j'ai pas fait d'erreur. Oh, bon, je vais rouvrir la doc, j'ai dû oublier un petit caractère. Oh, il faut que je le retrouve, mais vous avez compris l'idée. Et si j'avais voulu le date time et le message séparés par un égal, par exemple, j'aurais fait ça. Ok. Est-ce que autre question? Écoute, Est-ce que vous voulez voir un autre exemple je crois que tu as répondu à pas mal. Bon, il est 17h50. Ouais. Pour le coup, là, on commence à en perdre un peu. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit au revoir. Et s'il y en a d'autres qui sont amenés à partir, n'hésitez pas, c'est pas ça que je veux dire, mais on vous dit au revoir. Ouais, ça fait rire Olivier. Celle-là, elle était bonne, mais pas fait J'aime exprès. quand tu donnes l'autorisation aux gens de Ouais. partir. Attention, Allez. on vous surveille. On a Cyril qui trépigne d'impatience. Cyril, on te passe le micro. Oui, moi qui utilise beaucoup Syslog, je suis comme pas mal, pas mal intéressé par ta librairie. Je veux juste savoir au niveau Syslog, tu supportes quel format de Syslog? Il y en a deux principaux qui traînent dans l'industrie. Je voulais savoir si tu t'étais embêté à faire les deux. Non. J'en ai fait un il y a quelques temps pour un projet et j'ai réutilisé. Je ne saurais pas te répondre. Merci. De rien, c'est bon. Et autre chose, par contre, là, dans mes systèmes de tracing là, ou de logging, très souvent, mon niveau d'info est déterminé au dernier moment. Là, le fait que tu aies fait des VI polymorphiques, je suis presque obligé de savoir à l'avance si mon message va être un debug, une erreur, un warning, etc. Est-ce que tu avais prévu une méthode qui permettrait de spécifier finalement le niveau de criticité du message au moment où je l'insère? Alors, tu voudrais dire un VI où le niveau, la debug info, il soit en input, par exemple? Voilà. Non. Mais c'est Eh une bien, idée. c'est une erreur. Voilà. C'est juste Et pour t'énerver que je dis ça. Ouais. Mais juste pour info, on est passé par là exactement et on a fait le revert total chez nous. On n'a plus du tout de polymorphique et les niveaux de criticité sont effectivement un énum qu'on passe en entrée. Parce que bien souvent,
On les connaît qu'au moment d'ingérer le message. Alors, pour faire une différence entre erreur et critique, je suis d'accord. Mais ouais. À réfléchir, mais c'est une idée. Ouais. Je le rajouterai probablement. Ouais. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux proposer VI polymorphique Exact. et proposer un wrapper ou un wrapper ou quelque chose de plus efficace que d'appeler le. Tu peux avoir le meilleur des deux mondes. Moi, je pense qu'il faut que tu le mettes open source et que tout le monde puisse contribuer avec ses excellentes idées. Et que Cyril aille faire la modification. Moi, je suis d'accord aussi. Je pensais pas Je peux faire la qu'à modif. Hein. Je peux faire la modif tant que tu mets mon nom après sur la librairie, c'est correct. Là. Pas de problème. Ok. Je crois qu'on a fait le tour des questions. S'il y en a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'on est arrivé. Bon, si je peux me permettre juste une dernière petite remarque là, rapidement là, sur les logs, on a pas mal bossé dessus aussi. On utilise Loki chez nous pour agréger les logs. Donc vous avez compris, on poste beaucoup par syslog, mais donc Nicolas avait donné Microsoft Teams par exemple pour afficher de quoi ou Logtail. Pour ceux qui ne connaissent pas Loki, je vous encourage à aller regarder ça. Ça se merge très bien avec Grafana. Pour ceux qui aiment bien faire leur propre tableau de bord et tout ça, c'est la même compagnie qui est derrière les deux solutions. Et donc, Nicolas, en réalité, ce que tu viens de faire marcherait super bien, à mon avis, avec Loki. Je vais regarder. Tu l'écris. Enfin, si tu peux mettre épeler le nom sur le Discord, ça m'intéresse. Hello Kai, simplement. Je vais te le mettre sur le Discord. Cool, merci. Et tout ça, là, je rebondis sur ta remarque, Cyril. Loki ou Logtail, ça impose d'avoir des connexions. Comment ça fonctionne si ton appli elle est sur un banc de test, il faut que tu aies une connexion Internet. Il faut que. On parlait de sécurité un peu plus tôt. Comment ça fonctionne? Je sais pas, chez Logtail, je sais pas s'ils font des installations on-premise. Probablement que oui, moyennant un certain coût, ça doit être possible, mais ouais, je sais pas. Mais si pour utiliser le service en ligne, ouais, il te faut une connexion Internet. Ouais. Pour Loki, tu peux faire du on-premise. En réalité, derrière, tu as un broker qui est derrière. Alors, il faudrait regarder avec l'API de Nicolas, mais il y a moyen de. C'est un petit Prometheus, Promtail qui est dessous. Il faut lui dire où envoyer de quoi. Donc, si tu as un serveur Loki en local dans ton infra, tu peux envoyer vers ton infra. Si il est hébergé en ligne avec des super offres cloud, il suffit de modifier un petit fichier pour lui dire « Hey, va mettre mes infos là-bas. » Et puis, ça part sur le net. Donc, les deux solutions sont possibles. Et tu peux avoir comme ça différentes méthodes d'ingestion, des relais, etc. Tu peux se complexifier beaucoup plus, mais tu peux faire du local ou du cloud.